Bonjour à tous, donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette deuxième journée des JFOD Digital et pour la première session plénière de la FMCHGE qui a pour thème les synthèses et nouvelles recommandations. Donc j'ai le plaisir de vous présenter mes deux co-modérateurs, les professeurs Véronique Vitton de Marseille et le professeur François Mion de Lyon. Alors pendant toute la session, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via le chat, donc n'hésitez pas, il faut que ce soit le plus interactif possible. Et nous allons donc commencer cette session par Jean-Michel Gonzalez qui va nous parler de la prise en charge endoscopique des troubles de la motricité gastro-intestinale, recommandation de l'ESGE. À toi Jean-Michel. Chers collègues, chers modérateurs, je voudrais remercier la FMCHGE de me donner la possibilité de présenter ces recommandations sur les traitements endoscopiques des troubles moteurs œsogastriques dans laquelle j'ai participé activement. Je suis docteur Jean-Michel Gonzalez, je travaille à Marseille à l'hôpital Nord. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. En termes d'objectifs pédagogiques, les objectifs ce jour sont de connaître les indications et les modalités des traitements endoscopiques de la chalasie, des autres troubles moteurs de l'œsophage, ainsi que de la gastroparésie. C'est ces trois aspects qu'on va aborder dans cette présentation. Et en guise d'introduction, on sait que l'endoscopie a évolué avec les années dans d'autres espaces, notamment la sous-muqueuse, ce qui a permis en 2000 l'apparition de la dissection sous-muqueuse, qui est la première technique qui est apparue. Puis, 10 ans après, on s'est intéressé au traitement endoscopique des troubles moteurs. C'est un chirurgien japonais, Haruo Inoue, qui a présenté le premier poème œsophagien, suivi en 2013 du premier cas européen et mondial de G-poème que nous avions publié. S'en est suivi de nombreuses publications, notamment sur le poème œsophagien, mais plus récemment sur le poème gastrique, et ce qui a amené en 2020 à l'intégrer aux recommandations de la Société européenne d'endoscopie digestive. C'est la raison pour laquelle, en 2018, la Société européenne d'endoscopie digestive, la SGE, ainsi que la Société européenne de motricité, a commencé à travailler sur des recommandations concernant justement les troubles moteurs de l'ensemble du tube digestif. Et donc, moi, je vais vous présenter aujourd'hui, comme je l'ai dit, les recommandations sur les traitements endoscopiques des troubles moteurs de l'œsophage et de l'estomac. Alors, la chalasie d'abord, je vous rappelle brièvement, c'est un apéristaltisme associé à un déficit de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage sur la manométrie, et pour lequel, endoscopiquement, il y a trois traitements qui sont proposés, et que je vais donc balayer dans la suite. Le premier traitement, c'est la toxine botulinique, dont la technique la plus validée et la plus recommandée, c'est l'injection en 4 cadrans au-dessus de la jonction œsogastrique de 100 unités de toxines diluées dans 10 cc de sérum physiologique. Et donc on fait en général 1 cc par injection. Et on remonte un peu progressivement. Les résultats malheureusement sont mauvais, on le sait déjà depuis longtemps, avec une efficacité qui est environ 2/3, mais surtout qui disparaît à 1 mois. On sait que si on augmente la dose de toxine, on n'a pas de gain particulier. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'effet indésirable majeur grave, mais par contre, on a montré que lorsqu'on veut faire ensuite des traitements endoscopiques, notamment de l'endoscopie sous-muqueuse, on a une fibrose qui s'installe et qui rend le geste plus difficile. Donc clairement, le SGE propose un abandon de la technique, sauf dans des cas extrêmes qui peuvent être les patients avec une faible espérance de vie, dans un but d'améliorer la qualité de vie de manière très temporaire. Le deuxième traitement, que tout le monde connaît très bien, est la dilatation pneumatique, est une technique ancienne, dont le principe est de faire une dilatation de la jonction œsogastrique avec un ballon de 30 à 40 mm de diamètre qui est gonflé à l'air et qui est mis en place sur un fil rigide, et cet examen se fait sous radioscopie classiquement. Alors, ce qu'on sait d'abord, c'est qu'il n'y a pas de protocole qui est supérieur aux autres, c'est-à-dire chaque équipe fait un peu ce qu'elle veut en termes de pression, en termes de durée d'insufflation, et qu'il n'y en a aucun qui domine en termes d'efficacité. Cette efficacité, justement, globalement, une séance est efficace à 70% avec un ballon de 35 mm, c'est le ballon le plus utilisé. Elle peut augmenter légèrement si on fait 2 dilatations avec un protocole graduel à 1 mois d'intervalle. Le problème qui se pose, il y en a 2, c'est la récidive à 6 mois qui est quand même de 20 à 30%, puisque ce n'est qu'une technique temporaire, entre guillemets, et non radicale. Et le taux de perforation qui, vous le voyez notamment pour le ballon de 35 mm, n'est quand même pas négligeable, et une perforation œsophagienne avec un ballon de 35 mm de diamètre est souvent large et donc une complication grave. Alors en termes de recommandations,
Concernant la technique, on considère que les patients naïfs doivent avoir d'abord une première dilatation à 30 mm et qu'à ce moment-là, on gonfle jusqu'à disparition de l'encoche pour une durée indéterminée. On ne peut pas recommander là-dessus. Et donc ensuite, elle est suivie 2 à 4 semaines plus tard d'au moins une deuxième séance de dilatation à un diamètre croissant à 35 mm et éventuellement une troisième à 40. Ce qu'on décrète aussi, c'est que si la dilatation ultérieure après ce protocole initial doit être faite pour une récidive après 1 an, ce n'est pas considéré comme un échec de la dilatation, qui est une définition qui, moi, m'interpelle un peu, puisqu'à chaque fois qu'on fait une dilatation, on prend quand même un risque de perforation. Donc, pour moi, ce n'est pas non plus un succès. Enfin, en post-endoscopie, il faut toujours réaliser une opacification en fin de procédure pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, et on peut autoriser une sortie du patient 2 heures après son réveil, après une surveillance, pour vérifier l'absence de douleur thoracique brutale. La dernière technique, c'est le POEM, la plus récemment décrite, qui est clairement aujourd'hui une des plus populaires, dont le principe est de réaliser une myotomie du cardia et de l'œsophage après tunnélisation. Donc les différentes étapes, incision muqueuse en amont, tunnélisation par dissection, myotomie, antérograde ou rétrograde selon les équipes, et fermeture muqueuse par des clips. Les résultats principaux, maintenant on a plus de 5000 cas publiés, ce qu'on sait c'est que l'efficacité à 2 ans est environ 90 à 95%, et à 5 ans, sur ces patients-là, on en perd environ 5 à 10%. Donc ça donne une efficacité aux alentours de 80-85%. Moyennant une procédure dont les complications sévères dans une étude dédiée à cet objectif étaient évaluées entre 0,9 et 1,9%, essentiellement des complications à type hémorragie ou infection péri-œsophagienne, dont le traitement est conservateur dans l'immense majorité des cas, soit par une endoscopie pour une hémostase, soit pour une antibiothérapie. Le seul effet secondaire finalement qui pose problème à distance, c'est le reflux, mais qui est aussi un effet secondaire qu'on peut retrouver dans la dilatation et dans le LR. Ce qu'on sait en revanche, c'est que là, avec un traitement par IPP, il est souvent très bien contrôlé. Sur le plan technique, qu'est-ce qui est proposé? Bien sûr l'utilisation du CO2, on a clairement une diminution des complications graves, et idéalement avec un débit bas, ce qui permet de diminuer le risque de pneumopéritoine, qui n'est pas forcément très grave, mais qui nécessite une exsufflation. Une antibioprophylaxie doit être administrée, même si les preuves ne sont pas évidentes. Néanmoins, on propose toujours de la réaliser. Concernant maintenant la technique en elle-même, le site du tunnel peut être fait en voie antérieure, en voie postérieure. C'est les 2 voies principales qui sont proposées. Et concernant la myotomie, on sait que qu'on fasse une myotomie complète ou circulaire, on n'a pas de différence en termes d'efficacité et de complications. Donc finalement, il est plutôt proposé une myotomie complète. De toute façon, en général, c'est ce qui se produit naturellement. Et par contre, ce qui est important, et avec une recommandation forte, c'est de la poursuivre 2-3 cm sous le cardia, donc ce qui fait à peu près 5 cm au-dessus, 2-3 cm dessous. N'ont pas été discutés dans ces recommandations le type de couteau, qui doit juste être adapté aux préférences de l'opérateur, le type de courant pour la dissection notamment, qui peut être une Swift ou une spray coagulation, et enfin la fermeture, mais on s'accorde tous à dire que la fermeture par des clips classiques est largement suffisante, et il n'y a pas de bénéfice à ajouter un clip Ovesco ou une fermeture par suture. Concernant le suivi post-endoscopie, les patients asymptomatiques ne doivent pas avoir une imagerie systématique avant la réalimentation, puisque ça ferait prendre un peu peur à tort, puisqu'on verrait des bulles d'air péri-œsophagiennes qui seraient normales et qui peuvent amener, on l'a peut-être tous vécu, à des situations un petit peu dramatiques lorsque le radiologue prend le parti d'appeler le chirurgien sans vous en parler. En revanche, si un patient qui a de la fièvre ou une douleur thoracique ou interscapulaire, il faut faire un scanner thoracique à la recherche d'une complication infectieuse. La réalimentation en général se fait après 12 heures de jeûne. On commence par des liquides, puis on introduit ensuite un régime mixé haché pendant environ 1 semaine, avec un patient qui sort aux alentours de 48-72 heures, sous réserve de l'absence de complications. La sortie se fait sous IPP, au minimum double dose pendant 1 mois. Personnellement, moi je continue pendant 3 mois, et je prolonge si le patient évoque un pyrosis. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps on doit suivre ces patients et à quelle fréquence faire une endoscopie, notamment pour surveiller les conséquences du reflux. Donc finalement, si on fait la synthèse entre ces 3 techniques et puis la technique chirurgicale et quels sont leurs résultats lorsqu'on les compare, ce qu'on sait, c'est que dans les études observationnelles, le myotomie de LR semble comparable à la dilatation pneumatique, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans la dilatation, c'est 3 séances initiales,
plus les dilatations annuelles. Donc ça fait quand même beaucoup d'interventions, avec des risques de perforation à chaque fois, pour arriver à une efficacité similaire à une technique unique. Enfin, le POEM vers les deux autres techniques, toutes les études montrent que c'est équivalent, mais il y a quand même une efficacité supérieure du POEM dans les acalasies type 3. Et ça, c'est clairement démontré. Concernant les études randomisées, elles sont récentes, il y en a deux. POEM versus dilatation, clairement à 2 ans, le POEM fait largement mieux, et c'est significatif. POEM versus LR, leur efficacité est comparable. Le POEM est un peu mieux en termes de suite, qui sont plus simples et permettent une sortie plus rapide du patient. Le LR permet de faire une valve anti-reflux, donc peut-être de réduire un petit peu plus que le POEM le risque de reflux. Donc en termes de stratégie, les recommandations faites par le SGE sont dilatation pneumatique intéressante, mais minimum de dilatation initiale à diamètre croissant et séance annuelle pour avoir une efficacité acceptable. Le POEM ou la LR doivent être réalisés selon les possibilités d'expertise locale et sont équivalentes. En revanche, en cas d'acalasie de type 3, il faut prioriser le POEM. Donc voici l'arbre décisionnel qui correspond à ces recommandations. Et donc, alors, en cas d'échec de dilatation ou de LR, le POEM est une alternative parfaitement acceptable, a été démontré comme étant très efficace. Pour les autres troubles moteurs œsophagiens, ça va être beaucoup plus rapide. La toxine n'a pas de grande efficacité, alors effectivement, et pas à risque majeur, mais à une faible efficacité, donc pas vraiment de recommandation en faveur. La dilatation n'a aucune place. Et le POEM, il y a 2 études intéressantes, dont une étude multicentrique française publiée par l'équipe de Bordeaux, qui montre une bonne efficacité. Alors, il est préconisé par le SGE une utilisation prudente au cas par cas. Le deuxième organe que nous allons aborder est l'estomac, avec la pathologie fonctionnelle qui le concerne, qui est la gastroparésie. Et la première étape des recommandations a été de définir quelles sont les indications dans lesquelles on peut utiliser ou on peut proposer un traitement qui va cibler le pylore. Les choses sont relativement claires et carrées là-dessus. On ne peut proposer un traitement endoscopique ciblant le pylore que dans des gastroparésies sévères, ce qui implique un calcul du score GCSI, qui est le score de sévérité de la gastroparésie. Cette gastroparésie doit également être confirmée par un test de vidange gastrique, le plus utilisé étant la scintigraphie, et doit être réfractaire au traitement médicamenteux depuis plus de 6 mois. Les techniques d'évaluation préalable de la compliance gastrique, telles que l'endoflip, sont intéressantes, mais il n'y a pas de données suffisantes pour les recommander de manière systématique, et pas de données non plus pour les autres types d'exploration. Donc la toxine, première modalité, comme pour l'œsophage, la dose recommandée est de 100 unités dans 10 cc de sérum Phi avec une injection en 4 cadrans, 2,5 cc par cadran. On purge le cathéter pour la dernière injection. Et les résultats, 2 études ouvertes qui étaient positives, mais 2 études randomisées ensuite qui étaient négatives contre placebo. En revanche, très peu d'effets indésirables, donc c'est une technique qui, bien qu'elle ne soit pas forcément recommandée pour traiter une gastroparésie réfractaire, n'est pas contre-indiquée et peut être réalisée. Elle n'est pas non plus recommandée en test thérapeutique pour voir si on peut ensuite envisager un GPOM, parce qu'il n'y a pas assez de données dans la littérature. Le stent et la dilatation. Donc la dilatation est quelques séries rétrospectives, l'efficacité est plus que temporaire, et le stent ne marche que lorsqu'il est en place. Or, le taux de migration de plus de 60% fait que, de fait, il n'est rapidement plus efficace, et surtout il expose au risque de cette migration, qui sont la perforation et l'hémorragie. Donc ce n'est pas recommandé, les 2 techniques sont inefficaces, voire néfastes. La dernière technique, la plus récente, c'est le GPOM. Sur le plan technique pur, on est sur les mêmes recommandations que sur le POEM œsophagien, du CO2, une antibioprophylaxie. L'entrée se fait sur la face postérieure de l'antre, qui est la zone naturellement atteinte par le gastroscope lorsqu'on s'enroule dans l'estomac. Donc c'est pratique. Avec une longueur du tunnel qui est plus courte, on fait en général 3 à 5 cm pour atteindre le pylore. Puis une myotomie qui fait 2 cm, en gros 1 cm pour le pylore et 1 cm un peu sur l'antre, jusqu'à la séreuse. C'est important de la poursuivre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fibres musculaires. Et le même protocole post-opératoire ensuite que le POEM œsophagien en termes de réalimentation et de sortie. Les principaux résultats, il y a 8 études principales qui montrent un succès à un an aux alentours de 70%, et notre étude multicentrique française portant sur une centaine de malades qui montre un succès à 2 ans à 63%. Alors ce ne sont pas des études comparatives, et c'est d'ailleurs ce qui manque, mais en revanche c'est une technique qui a un taux de complication très faible, et qui va faire l'objet d'évaluation prochainement. Donc finalement, le GPOM est une technique qui est acceptable et qui doit, selon le SGE, être recommandée avec une courte hospitalisation, en centre expert, idéalement dans des protocoles, avec une sélection rigoureuse des patients, ça c'est très important, et un test validé confirmant le diagnostic, et l'évaluation se fait d'ailleurs par un score GCSI, une scintigraphie.
Donc voici les points forts de la présentation. Dans le traitement de l'achalasie, le choix entre poème, myotomie de LR et dilatation pneumatique en première intention doit tenir compte des préférences du patient et de l'expertise locale. En cas de dilatation pneumatique, il faut faire un protocole graduel et on considère un échec s'il faut refaire une dilatation dans l'année qui suit. Le poème est la technique de référence dans les achalasies de type 3, ça c'est clair, avec des résultats intéressants dans les 3 autres troubles moteurs spastiques. Dans la gastroparésie, une procédure ciblant le pylore doit être proposée lorsque la pathologie est prouvée, avec une évaluation de la vidange gastrique et lorsqu'elle est réfractaire au traitement. Et enfin, le GPOM est une technique acceptable qui doit être réalisée en centre expert chez des patients ultra sélectionnés. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Michel pour cette très belle présentation. Donc une première question par le chat. N'hésitez pas à poser les questions, on est là pour y répondre. Alors au bout de combien de séances de dilatation vas-tu envisager un traitement chirurgical concernant l'achalasie cardiale? Alors nous, on n'envisage plus de traitement chirurgical, donc ça va être difficile de répondre. Enfin, on va dire un traitement par myotomie. Je pense qu'il faut se dire que, bon, si on fait un protocole graduel, c'est-à-dire 30 puis 35 à un mois d'intervalle, ce qui est le protocole recommandé, si on a besoin de refaire une dilatation dans l'année, c'est que probablement on est en échec et qu'on va devoir faire des dilatations répétées à moins d'un an d'intervalle, ce qui revient à considérer que c'est un échec, et donc je pense qu'il faut envisager une myotomie dans ce cas-là. Très bien. Concernant les dilatations, si j'ai bien compris, tu les fais en ambulatoire? Oui. Actuellement, enfin moi j'en fais plus. On n'en fait plus parce que les patients, en fait, quand on leur présente, j'essaie d'être assez factuel quand je les vois en consultation. Alors c'est vrai qu'on a peut-être un biais parce qu'ils viennent un peu derrière l'arrière-pensée d'avoir le poème, on est d'accord, mais je leur présente de manière assez factuelle les efficacités, ce que ça implique en termes d'organisation, donc hospitalisation, post-hospitalisation, les risques. Oui. Et en général, ils choisissent naturellement le poème, mais s'ils choisissent la dilatation, c'est vrai qu'avant, les hospitaliser une nuit, maintenant je les prévois le matin. Je leur fais la dilatation, je les surveille jusqu'en début d'après-midi, vérifier qu'il n'y ait pas une douleur qui apparaisse, et après je les laisse sortir avec toujours une opacification après la dilatation, donc en salle de scopie, ce qui permet d'avoir une sécurité en les laissant sortir. Très bien. Autre question. Donc, en cas de gastroparésie sévère et d'échec du GPOM, que proposes-tu? Réponse courte, évidemment. Ça, c'est la difficulté de la consultation après, où on arrive avec une nouvelle thérapeutique qui est encore, on l'a compris, incomplètement évaluée parce que on ne sait pas vraiment quelle va être son efficacité lorsqu'on va faire des études randomisées. Il faut être honnête. Mais c'est vrai que on propose ça aux patients et donc après, ils disaient donc si ça marche pas et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors on revient sur la prise en charge classique. On va faire le point sur les mesures hygiéno-diététiques, sur la fragmentation des repas. Essayer un peu d'érythromycine parfois, parce qu'après avoir fait une myotomie, parfois on a une efficacité alors qu'initialement on n'en avait pas forcément ou elle induisait des douleurs. Donc moi j'ai eu des patients chez qui ça pouvait marcher de faire une petite cure d'érythromycine en péros. Et comment tu le prescris? Pardon, comment tu le prescris, Moi je le prescris à dose pédiatrique. Alors c'est très simple parce que c'est 250 mg en érythrogel pédiatrique. C'est pile la bonne dose et ils le prennent au début du repas, une semaine par mois. Voilà. D'accord. Et après, on a avec Véronique parfois des patients qui ont discuté des prises en charge chirurgicales qui sont un peu novatrices, comme par exemple une sleeve. On commence à discuter ce genre de technique parce qu'on sait que ça peut accélérer la vidange gastrique. Mais bon, on reste sur des cas extrêmes, quoi. Voilà. Sinon, on reprend les bases, quoi. D'accord. Voilà. Dernière question, réponse rapide. Les IPP systématiques post-poème, le rationnel, pourquoi? Premier rationnel, faciliter un petit peu la cicatrisation au niveau de l'œsophage. Et puis, ça, on a l'impression qu'ils ont un petit peu moins mal quand ils refluent. Et puis surtout, au début au moins, évité le pyrosis pendant un certain temps et se donner un peu de temps pour voir s'ils vont le développer. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, on le met un mois, on arrête juste par rapport à la cicatrisation. Je pense que la plupart des poèmes, en fait, n'ont pas vraiment de reflux clinique. Et ceux qui en ont besoin d'IPP à la demande et qui sont relativement efficaces. C'est assez rare qu'on ait des reflux réfractaires. Donc, c'est pas très clair, en fait, sur le rationnel. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Il y en a qui mettent un mois, il y en a qui mettent 2 mois, qui mettent 3 mois, il y en a qui mettent 6 mois avant de dire aux patients, bon, on arrête, on voit si vous avez des symptômes. Nous, on fait pas de pH-métrie systématique et la fibro, on l'a fait à 2 ans. Donc, on fait pas une fibro précoce pour vérifier qu'il y a une œsophagite, s'ils n'ont pas de symptômes.
Très bien, ben, merci beaucoup. Avec Très belle plaisir. présentation, merci Jean-Michel. Merci à vous. Bonne fin de journée.